Je voudrais commencer par remercier Augustin Boulanger de m'avoir fait la gentillesse de me demander d'intervenir dans le cadre de ce colloque auprès d'importants spécialistes de la matière, ce que je ne suis pas tout à fait quand même, il faut le préciser. Donc merci à lui, merci à tout le personnel de l'ICES également pour l'organisation. En 2014, le groupe de travail qui s'intitulait « Filiation, origine, parentalité » identifiait dans son rapport le problème croissant, je cite, des paternités imposées. Un problème qu'il rattachait à un ensemble de questions brûlantes, selon les termes du rapport, pour lesquelles aucune proposition n'était formulée, mais le rapport appelait à une très prochaine réflexion de fond. Là encore, ce sont les termes de ce rapport. Aujourd'hui, en 2025, plus de 10 ans se sont écoulés et la réflexion sur les paternités imposées est restée cantonnée aux discussions doctrinales. Les paternités imposées ont obtenu de la Cour de cassation le certificat de leur conformité au principe d'égalité d'abord, au principe de liberté ensuite, et à l'interdiction des discriminations enfin. Ce qui a contribué au maintien d'un statu quo sur ces paternités imposées. La tendance actuelle est plutôt au renforcement des effets de la paternité, notamment en imposant au père des obligations accrues dans l'hypothèse spécifiquement de la séparation. Imposer la paternité peut avoir plusieurs significations. Cela peut renvoyer à la volonté d'obliger le père à endosser les conséquences de la filiation établie, l'obliger à exercer son autorité parentale, l'obliger à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Il peut aussi s'agir d'imposer le maintien d'une paternité dont on ne veut plus ou qui se révèle mensongère. Il peut encore être question d'imposer au père les modalités de l'établissement de sa filiation. Et à l'analyse, c'est surtout à l'égard des nouvelles formes de parenté, homoparenté, parenté transgenre, qui ont déjà été évoquées, que les modalités de la paternité sont imposées au père. On pense aux couples d'hommes qui ont déjà été évoqués, mariés ou non, qui se voient imposer le recours à l'adoption pour établir la seconde paternité. On pense également aux femmes transgenres, Augustin en a parlé tout à l'heure, qui, ayant conçu un enfant au moyen de leur gamète mâle, se voient imposer la paternité, le genre de la filiation, et le recours au mode d'établissement de la filiation réservé au père. Finalement, et c'est sous cet angle que j'aborderai la question, la paternité imposée correspond surtout à l'établissement forcé d'un lien de filiation paternelle. À qui ce lien est-il imposé ? À qui la paternité est-elle imposée ? Le réflexe, et là encore c'est ainsi que le sujet sera traité, le réflexe est d'adopter le point de vue du père, qui se voit forcé d'établir une filiation dont il ne veut pas. Néanmoins, il faut garder en tête que la paternité peut également être imposée à l'enfant, à l'autre parent, ainsi qu'à la famille du père, puisque l'enfant intègre la famille de ses parents. À certaines périodes de l'histoire, la paternité était purement volontaire. C'est le cas dans l'ancien droit romain qui a été évoqué tout à l'heure par Marie-Christine Le Bourrisco. Seule l'acceptation de l'enfant par le chef de famille permettait alors de le faire entrer dans cette famille. Dans ces conditions, impossible d'imposer une quelconque paternité. Alors, le droit a rapidement évolué pour forcer, d'abord de manière modérée, dirais-je, forcer les pères à assumer leur filiation. Initialement, c'est la paternité légitime qui a été imposée. L'enfant sans père étant un paria de la société, mieux valait lui imposer, à lui ainsi qu'à son père, une paternité fictive, certes, mais légitime, plutôt que de le laisser dépourvu de toute filiation paternelle.
Ce procédé a progressivement perdu en légitimité à mesure que la filiation légitime, celle qui résulte du mariage, perdait en importance. Aujourd'hui, la société accepte facilement, en tout cas plus facilement, l'absence de filiation paternelle. Pourtant, le droit continue à inciter, en tout cas à vouloir combler ce vide. Si la filiation paternelle est vacante, il est tout à fait possible de forcer son établissement, même contre la volonté du géniteur, un géniteur qui serait devenu père malgré lui, en quelque sorte. On est passé de la nécessité d'une filiation légitime, d'une paternité légitime par le passé, à aujourd'hui la nécessité d'une paternité qui est plutôt biologique. Et il a déjà été insisté sur cet aspect biologique dans la paternité. Quelle que soit la nature de la filiation imposée, qu'elle soit légitime ou biologique, ou la raison d'être de ce forçage de la filiation, le sujet pose une question fondamentale d'ordre moral. Il est possible de forcer en droit l'établissement de la filiation, mais est-il possible d'obliger un homme à embrasser sa paternité ? Le père identifié par le droit, le père désigné par la génétique, est-il réellement un père s'il ne vit pas le lien de filiation ? Alors certes, et c'est sans doute l'objectif qui est souvent visé, il est possible d'obliger le père à assumer financièrement sa paternité. Mais le droit n'a pas le pouvoir de forcer les sentiments et l'aspect affectif de la filiation fera nécessairement défaut dans la paternité imposée. On retrouve ici un débat sur les fondements de la filiation. La vérité a-t-elle un sens ? La biologie a-t-elle un sens si elle est dépourvue de la volonté ? L'étude de la paternité comme un lien de filiation dont l'établissement est imposé, peut être en tout cas imposé, accroît l'impression que le droit a parfois tendance à résumer la filiation à la biologie, au point qu'il convient de se questionner sur l'opportunité d'une telle manœuvre. Mon propos reprendra donc ces deux aspects du sujet, en tentant de répondre successivement à ces deux questions. Comment le droit affirme-t-il une paternité imposée ? Comment impose-t-il cette paternité ? Et dans quelle mesure admet-il d'évincer, d'écarter cette paternité imposée ? En premier lieu, l'affirmation donc d'une paternité imposée. Le constat a déjà été dressé dans le cadre de mon introduction. Le droit impose parfois l'établissement de la filiation paternelle au père. Comment procède-t-il et pourquoi admet-il de forcer ainsi un lien qui est familial, qui est personnel ? Tels vont être les deux temps de ma réflexion. D'une part, les moyens de la paternité forcée. Quels sont les modes d'établissement de la paternité qui sont susceptibles d'être subis par le père ? Il faut considérer que la paternité peut être imposée chaque fois que le père n'a pas manifesté la volonté expresse d'être juridiquement lié à l'enfant. Ainsi, on peut évincer de ce forçage de la paternité la reconnaissance, ainsi que l'adoption qui ont été évoquées précédemment. On aurait pu aussi tenir ce raisonnement, en tout cas on aurait pu imaginer tenir ce raisonnement, à propos de la filiation paternelle qui résulte du recours à l'assistance médicale à la procréation. En effet, on le sait depuis la dernière réforme bioéthique, l'assistance médicale à la procréation repose désormais exclusivement sur un projet parental, formé par les parents, dans l'hypothèse où il y a un père en tout cas. À ce titre, il est demandé aux parents de consentir à l'AMP, de réitérer ce consentement à l'écrit, de maintenir ce consentement jusqu'à la réalisation de l'assistance médicale. Cette volonté permet d'engendrer l'enfant, mais elle n'a pas d'effet sur la filiation juridique de cet enfant. Il est demandé ensuite au père de reconnaître
son enfant. Et l'article 342-13 du Code civil précise qu'à défaut de reconnaissance, la paternité de celui qui a consenti à l'assistance médicale à la procréation peut être judiciairement déclarée. Cette paternité qui est librement choisie, qui est mûrement réfléchie, paradoxalement, elle peut donc être imposée. Alors on peut se demander s'il ne s'agit pas moins ici d'imposer la paternité à un père récalcitrant. Il s'agit peut-être plutôt de simplement tirer les conséquences du consentement à la paternité qui a été préalablement exprimé. Ces filiations choisies, mises de côté, tous les autres modes d'établissement sont susceptibles d'être imposés au père. Premièrement, quelques mots sur la présomption de paternité. Elle est susceptible de s'imposer au mari en dépit de son inertie, voire en dépit de son ignorance. C'est la mère et l'épouse qui maîtrisent le jeu de la présomption de paternité via la déclaration ou non du nom de son mari en qualité de père dans l'acte de naissance. Elle peut ainsi décider de faire jouer la présomption de paternité alors même qu'elle est par exemple séparée de fait de son époux. Le père se trouve ainsi confronté à un risque, sans doute assez restreint en pratique, qui est de se voir imposer une paternité d'un enfant dont il ignore même l'existence. Afin de rétablir l'équilibre entre les prérogatives de la mère et du père à l'égard de la présomption de paternité, on pourrait peut-être imaginer de renforcer le rôle de la possession d'État. La présomption de paternité ne fonctionnerait alors que si elle est complétée par la possession d'État du mari à l'égard de l'enfant. Puisqu'on admet que l'existence de cette possession d'État permet de rétablir la présomption de paternité, qui a été écartée à l'origine, on pourrait admettre que son absence empêche le jeu de cette présomption. Intéressons-nous justement deuxièmement, au rôle de la possession d'État dans l'établissement forcé de la paternité. On peut tout à fait concevoir de constater la possession d'État avec la coopération, je dirais, du père, alors que l'enfant est en pleine possession, justement, de cet État. Cependant, que ce soit l'acte de notoriété ou le jugement constatant la possession d'État, ils ont surtout été pensés pour établir la filiation paternelle, alors que le père est soit décédé, soit par désintérêt, par ambiguïté, que la possession d'État a cessé. Dans la plupart des cas, il s'agira donc bien d'imposer la paternité à un père qui, justement, n'en a plus l'apparence, qu'il a eu, mais qu'il ne l'a plus. Troisièmement, et pour finir sur les modes d'établissement forcé de la paternité, c'est surtout l'établissement judiciaire de la paternité qui va permettre de l'imposer à un père récalcitrant. C'est l'action en rétablissement de la présomption de paternité dans le mariage et l'action en recherche de paternité en dehors du mariage. Tous ces modes d'établissement de la filiation peuvent avoir un effet pour imposer la paternité, mais leurs rôles à cet égard ne sont sans doute pas équivalents. Et au fil du temps, on a assisté à une inversion de leur influence respective. Par le passé, la paternité légitime était surtout imposée au moyen de la présomption de paternité. Les réformes successives ont fragilisé cette présomption de paternité, ont créé puis assoupli l'action en recherche de paternité. Et aujourd'hui, c'est sans doute cette action en recherche de paternité qui est devenue l'instrument principal pour forcer l'établissement de la paternité. Quoi qu'il en soit, la conjonction de tous ces modes d'établissement forcé de la filiation aboutit à un résultat unique. Le père ne peut pas échapper à sa paternité. C'est ce que rappelle l'adage selon lequel qui fait l'enfant doit l'assumer. Quelles sont les justifications d'un tel résultat ? D'autre part, donc,
les raisons de la paternité imposée. D'un côté, les raisons anciennes, qui justifiaient de laisser au père la pleine maîtrise de sa paternité, ont disparu. Il s'agissait principalement de l'impossibilité d'établir de manière certaine le rôle de ce prétendu père dans l'engendrement de l'enfant. De cette difficulté probatoire découlait un risque d'incertitude, voire d'arbitraire, dans l'établissement de la filiation paternelle. Et cela s'accompagnait d'une crainte, celle de l'instrumentalisation de la recherche de paternité, de la recherche judiciaire de paternité, par les mères et par les enfants. Ces raisons anciennes ont disparu et de nouvelles sont apparues, justifiant cette fois d'imposer la paternité. Si l'on peut aujourd'hui concevoir de forcer l'établissement de la paternité, c'est avant tout parce que les évolutions scientifiques permettent aujourd'hui de désigner avec certitude le géniteur de l'enfant et de lui attribuer la filiation paternelle. À partir de cette possibilité technique probatoire, des justifications morales vont apparaître. D'abord, c'est la volonté de responsabiliser le père, de l'obliger à assumer les conséquences de ses actions passées. Une telle justification ressort très nettement de la motivation d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 4 décembre 2019. Selon cet arrêt, l'homme qui a la possibilité de prendre des mesures de nature à éviter une procréation ne peut se voir, de ce fait, imposer une paternité dont il n'aurait pas accepté l'éventualité. La responsabilisation du père est ici aussi justifiée par une recherche d'égalité au sein du couple. L'homme et la femme doivent partager la charge de la contraception. Le père et la mère doivent assumer ensemble la charge de l'enfant. En outre, imposer la paternité, c'est satisfaire l'intérêt de l'enfant à voir sa filiation paternelle établie. S'il n'existe pas de droit de l'enfant à établir sa filiation, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît que, via le respect de la vie familiale, il faut rendre possible l'intégration de l'enfant dans sa famille et donc l'établissement de sa filiation. L'action en recherche de paternité vient concrétiser l'exercice de ce droit. L'affirmation de la paternité imposée se vérifie. La volonté du père est reléguée au second plan et en second lieu, on va s'intéresser à la question de savoir s'il a les moyens d'échapper à cette paternité imposée. En second lieu, rapidement, la mise à l'écart de la paternité imposée. En droit positif, les possibilités de restreindre, d'éviter la paternité imposée sont justement restreintes. Le droit fournit un certain nombre de garanties, néanmoins, au père, que l'on étudiera d'abord. Il faudra, à l'avenir, inventer de nouvelles limites, peut-être, à la paternité imposée, mais en gardant un équilibre entre les intérêts de chacun. D'une part, les garanties existant en droit positif. Pour l'essentiel, la paternité est imposée dans le cadre d'une action en justice. Excusez-moi, il va falloir conclure vraiment là. Oui, alors, l'action en justice ne permet pas, pour résumer mon propos, ne permet pas réellement d'offrir des garanties à ce père. La seule garantie étant qu'il parvienne à prouver qu'il n'est pas biologiquement, justement, le père de l'enfant, ce qui est envisageable paradoxalement lorsque l'action est fondée sur la possession d'État et donc qu'il s'est comporté comme le père. Les délais peuvent aussi venir au secours du père qui se voit imposer sa paternité, mais là encore, les délais sont relativement longs et donc les garanties sont assez minimales. Dans tous les cas, si le droit positif envisage de restreindre la paternité imposée, ça n'est jamais pour permettre au père d'échapper à son lien de filiation, mais plutôt parce que plutôt les intérêts de chacun, la paix des familles également, justifient de ne pas imposer la paternité. En droit prospectif, on peut imaginer des limites à la paternité imposée.
pourquoi de telles limites? Je suis désolée, mais je crois que vous n'aurez pas le temps de développer ce point. Si vous juste, là, on doit Alors, vraiment terminer. Pour parce qu'on est conclure, déjà hors délai. la limite qui me paraît être la plus, en tout cas la proposition qui me paraît être la plus intéressante de ce point de vue-là, du point de vue des limites, c'est celle qui vise à dissocier la qualité de géniteur du statut de père. C'est une proposition doctrinale qui consiste à permettre à l'enfant d'identifier son géniteur et de lui réclamer des aliments sans pour autant que ce géniteur ni ne soit qualifié de père, ni ne soit investi des droits et obligations autres qu'alimentaires associés à la paternité. Cette proposition qui parvient, en tout cas qui essaye de parvenir à un compromis entre les intérêts de l'enfant, les intérêts du père, ressemble à une action qui figure dans le Code civil, qui a peut-être été un petit peu oubliée, qui est l'action à fin de subside, signe peut-être que les solutions à la problématique contemporaine de la paternité imposée se trouvent dans les outils du passé, tels que cette action à fin de subside. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.